Les amis. Qui d'entre vous n'a jamais rêvé de vivre dans la forêt? Il y a personne qui vous fait chier, vous êtes tranquille dans les bois, vous avez votre petite cabane, votre petit feu et tout. Mais si ça vous est déjà arrivé de vouloir vivre ce genre d'expérience, il y a un Américain qui a décidé de pousser le délire à 100%. Et ce délire, il a décidé de le vlogger. Et vous allez voir que ça va en fait mener à une enquête absolument terrifiante. Cette personne dont on va parler, c'est un père de famille, il est plutôt rangé, plutôt normal, et du jour au lendemain, il va complètement vriller, il va se mettre à absolument filmer toute sa vie, sa femme, ses enfants, et sa passion pour le survivalisme. Donc en gros, pour ceux qui savent pas, le survivalisme, c'est une activité qui, comme son nom l'indique, sert à te préparer à la survie, jure. En gros, tu te prépares à l'éventualité d'une catastrophe naturelle, à de la survie après des événements potentiellement cataclysmiques, ou plus généralement, genre à un effondrement de la société, des trucs comme ça. En gros, c'est quelqu'un qui est assez prévoyant. Et en réalité, si sa vie elle s'était arrêtée là, vous vous doutez bien qu'on serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Donc la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que sa passion pour le survivalisme elle va prendre des proportions un petit peu démesurées? Pourquoi et comment son obsession pour la vidéo va nous permettre plus tard d'avoir accès à des horreurs absolument horribles qu'il a commises? Et du coup quel est ce funeste plan que notre ami a prévu? Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à un cas qui est assez particulier de meurtrier qui a vlogué ses funestes hobbies, et cette personne c'est Peter Keller. Hey papa. Ok, c'est bon, j'ai eu son visage. Parce que vous ne laissez pas prendre des photos de vous. Hey. Est-ce que tu prends des vidéos d'elle? Ouais. Je fais plein de vidéos et ensuite je supprimerai ce qui va pas. Les amis, avant que la vidéo ne commence, j'ai quelque chose à vous offrir. Je sais que bon nombre d'entre vous écoutez mes vidéos le soir pour s'endormir ou en faisant d'autres activités à côté, rien de bizarre. Et quoi de mieux pour profiter à 100% de votre expérience que de vous offrir des fucking AirPods. Vous l'aurez compris, cette vidéo elle est sponsorisée par Dice Dreams. C'est un jeu mobile ultra sympa que je teste depuis déjà quelques jours maintenant et qui a remplacé mes séries Netflix certains soirs parce que franchement, il est un petit peu addictif. Surtout que dans le jeu on peut battre d'autres personnes et que cette nuit on m'a volé 150 000 pièces. Hein Marie, tu crois que je t'ai pas eu? On va te retrouver Marie. Pour participer au jeu concours, il y a rien de plus simple. Il vous faut impérativement télécharger Dice Dreams via mon lien en description ou bien de scanner le petit QR code qui s'affiche à l'écran. Pas besoin de formulaire, il n'y a pas d'inscription, vous pouvez directement commencer à jouer dès que vous avez téléchargé l'application. Le jeu est bien évidemment gratuit, il est extrêmement divertissant et vraiment vous m'en direz des nouvelles. La deuxième condition pour tenter de gagner vos AirPods, c'est d'arriver au royaume 5 et sincèrement c'est torché très rapidement. En fait le jeu il va tellement vite qu'on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer et qu'on évolue assez vite. En plus de ça, il y a des cadeaux in-game, tu veux dire en plus des AirPods? Oui, c'est ça que je veux dire. Au royaume 3 par exemple, on va vous offrir un cadeau d'équivalent de 5$ et au niveau 15 un cadeau d'une valeur de 15$. Pour aller plus vite, vous pouvez aussi passer par la case boutique, il y a plein de petits boosts qui permettent d'avancer plus vite dans le jeu et d'éclater encore plus de monde. Marie. Vous avez jusqu'au 25 janvier pour télécharger le jeu avec mon lien dans la description et filez aussi le lien à vos potes et à votre entourage, en fait partagez-le un maximum, histoire qu'ils puissent tenter aussi de gagner les AirPods, surtout qu'on est vraiment pas si nombreux sur la chaîne et que tout le monde ne cliquera pas sur le lien, donc ça fait une très belle probabilité de gagner quand même. Lorsque vous êtes au monde 5, vous m'envoyez un screen sur Insta et on tirera l'un d'entre vous au sort. Bonne chance à tous et à toutes et bonne vidéo. Nous sommes dans la banlieue tranquille de North Bend dans l'état de Washington aux États-Unis. En 2012, un homme d'âge moyen et de classe moyenne commet un acte odieux qui a profondément ébranlé la communauté, et cet homme c'est Peter Keller. Il est né le 5 février 1967 dans une famille qui est vraiment ordinaire. Il est élevé puis vit depuis toujours dans la ville de North Bend. Il passe une grande partie de sa jeunesse entouré de verdure, de forêts, de paysages du nord-ouest du Pacifique, et c'est un cadre vraiment qu'il adore et qui sera plus tard un élément assez important de l'affaire. Il est décrit par ses amis comme un individu assez réservé, il est un peu introverti, mais il montre pas pour autant des signes avant-coureurs qui laisseraient penser que cette passion le consumera quelques années plus tard. La vie de Keller, elle est assez monotone et sans grand intérêt, mais tout ça va bientôt changer. Son quotidien, il s'égaye lorsqu'il épouse Lynette Keller, avec qui il partage sa vie, et il accueille même une petite fille qui s'appelle Kaylin Keller, et ensemble ils vont former une famille typiquement américaine. En gros, c'est une vie banale dans une maison de banlieue avec des métiers assez communs et une vie plutôt tranquille. Oh, ça a tellement l'air hautain, faut pas croire que je suis hautain, hein, les gens juste... Je suis peut-être hautain un petit peu, hein. Peut-être une grosse merde en fait, tout simplement. Comme vous le voyez, il a une vie plutôt calme, et malgré ce calme, il y a une force obscure qui va se développer au fond de Keller. C'est quelque chose que les autres voient pas, mais il y a une noirceur et une violence qui commence petit à petit à s'emparer de lui, et ça vraiment, il y a personne qui le capte. Tout simplement parce que Keller, c'est un monsieur tout le monde. Il s'énerve de temps en temps, mais un peu comme tout le monde, mais il y a vraiment rien de plus qui montre que c'est quelqu'un d'étrange. Je pense d'ailleurs que c'est parce qu'il est en mal de sensations dans une vie qui a très peu de changements
qui va vouloir avoir un petit peu de thrill, comme on dit. Ça se dit, je vous jure. Cherchez. Ça se dit. Néanmoins, au fil des années, son entourage et sa famille se rendent quand même compte qu'il y a 2-3 trucs qui commencent à pas trop aller avec Peter. Déjà, il commence à se retirer peu à peu des activités sociales, il devient absolument obsédé par les scénarios catastrophes. Genre pour lui, Armageddon, c'est un documentaire. Vraiment, pour Keller, c'est primordial de prévoir une apocalypse et de connaître les méthodes de survie pour parer à cette éventualité. Et comme tout ce qui obsède un humain, d'habitude, ça devient rapidement maladif, sa fixation sur le survivalisme et l'apocalypse se manifeste en la création d'un bunker souterrain qu'il construit au milieu d'une forêt près de chez lui. Ce refuge caché, il est tapi dans la nature, il est isolé et il deviendra bientôt le théâtre de crimes absolument horribles et même d'un tombeau. Ok. Ça a l'air que tout fonctionne, je regarde juste la caméra parce que c'est la première fois que je me filme. Je déteste me regarder. C'est genre, mec, c'est ça que les gens voient. Donc ça va prendre un peu de temps pour m'habituer. J'ai pas l'habitude de parler à une caméra. Voyons voir. Alors, vous voyez là, il y a un petit chemin. Il n'y a pas vraiment de chemin, mais j'essaie de le garder caché. Comme ça, les autres personnes ne le voient pas. C'est qui a marché jusqu'à maintenant. C'est plutôt abandonné et personne ne vient vers ici. D'habitude, je viens avec un sac de 10 ou 15 kilos. À chaque fois, j'amène des trucs ici et ça commence à s'accumuler. J'essaie de faire en sorte que c'est le plus facile possible de transitionner. Pour l'instant, j'ai mon lit. J'ai même un lit gonflable. J'ai des matelas, des coussins, des couvertures, des vêtements, des trucs pour que ce soit un peu plus confortable. On va voir combien de temps j'arrive à tenir. J'en sais rien. En réalité, Peter Keller, il joue un double jeu. Il mène une vie secrète qu'il cache à ses proches, mais aussi à sa femme et à sa fille. Et cette vie, elle est vraiment bien différente de ce qu'il mène jusqu'à présent. Pour maintenir une façade de normalité, il vaque à ses occupations quotidiennes de mari et de père de famille, ce qui est relativement ordinaire. Mais d'un autre côté, sa peur de l'effondrement de la civilisation le pousse à se filmer, et plus particulièrement à se vlogger, et du coup il enregistre ses allées et venues dans les bois et sa création d'un abri de survie. D'ailleurs, cette deuxième passion qu'est la vidéo, il va la transmettre à sa femme et à sa fille, et comme vous l'avez sûrement déjà vu, mais dans cette famille, vraiment, il y a tout le monde qui se filme. On pourrait croire que cette passion pour la caméra, elle vient juste de Peter, mais en fait, sa femme, Kaylin, elle est atteinte d'une maladie qui ne lui permet que de travailler à mi-temps. Et du coup, pour occuper ses journées, elle gère une petite entreprise de scrapbooking personnalisé qu'elle confectionne elle-même, et du coup, elle s'enregistre sur son caméscope pour le partager en ligne. Salut tout le monde! Mon petit chien regarde dehors. Ok, j'ai plein de trucs à vous montrer les gars. Je vais mettre tout ça dans mon magasin, j'ai trop hâte. Voici le sac numéro 2. Et je me suis trop amusé à les faire les deux. Vous allez voir, vous allez kiffer les produits. Alors d'abord, j'aimerais vous montrer, regardez ces dinos. Il est passé chez le toiletteur il y a quelques jours. Mon mari m'a dit qu'il était un petit peu trop poilu. Je suis quelqu'un de très timide. Et ces vidéos m'aident beaucoup à m'ouvrir aux autres. Parce que je me dis, si quelqu'un n'a pas envie de les regardez pas, je ne vous force pas à le faire. Donc ces vidéos m'aident beaucoup et il m'a beaucoup aidé. Vu de l'extérieur, c'est une famille qui fait face à des problèmes financiers, mais un petit peu comme chez tout le monde. Et d'ailleurs, les challenges qu'ils vivent, c'est même des trucs qui vont renforcer leurs liens. Et pourtant, Peter, lui, il voit pas du tout ça du même œil que le reste de sa famille. Lui, son ressenti, il est bien différent. D'habitude, je viens ici, les fins de semaine ou les vendredis, les jours de la semaine, peu importe. Ça dépend de la météo et ça dépend de ce que je fais. J'essaie de venir une fois par semaine. Et d'habitude, je reste ici, bon, avec la route, peut-être 9 heures par jour. Et ce, à chaque fois, ce qui est beaucoup. Eh, regardez-moi ouvrir ce truc. C'est vraiment une merde, c'est tellement lourd, mais ça fonctionne. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis l'adolescence. De faire une maison sous la terre, quelque part, pour ne pas avoir à vivre avec les autres. Un de mes projets aujourd'hui est de prendre
tout ce bois que j'ai coupé récemment et de l'empiler et de le mettre là-bas. Comme ça, si quelqu'un vient, il ne remarquera rien. J'ai récemment eu de quoi payer pour tout ça. J'ai dépensé énormément d'argent pour ce projet, des milliers de dollars. Et des milliers de plus en armes et plein d'autres trucs. Et des machines que je vais avoir besoin. Tout ce à quoi je peux penser. Cette impressionnante structure dont parle Peter, c'est son bunker. Bunker, je dirais peut-être les deux. Je suis hautain. En gros, c'est un abri qui s'est lui-même confectionné et il l'a surnommé Camp Keller, qui veut dire le camp de Keller. C'est une construction qui garde bien sûr secrète et qui occupe vraiment une grande partie de ses journées. Mais le résultat en vaut clairement la peine pour lui. Mis à part un petit morceau de bâche visible au-dessus du bunker, tout a été minutieusement pensé pour ne pas être repéré. Le bunker, il est impressionnant par son ingéniosité et sa construction, et la majorité des éléments utilisés, ils proviennent vraiment de la forêt autour de lui ou de chez lui, de sa maison. Donc il y a une bonne partie de son budget pour sa construction qui est en réalité partie dans autre chose. Dans les armes à feu. Mais bien sûr, c'est pour se protéger en cas d'apocalypse. Mis à part les outils nécessaires à la construction du bunker, Peter y ramène aussi des éléments de sa propre maison. Et vraiment, il y a des photos où il y a des quantités énormes de nourriture, de boissons, de vaisselle. Il y a une kitchenette et ça devient rapidement vraiment un truc autonome dans sa gestion, et cette nouvelle habitation, elle est même alimentée en électricité par un générateur qui transporte à pied depuis chez lui, qui est quand même à 1 heure de Camp Keller, donc ça fait quand même une trotte, donc le gars est quand même très motivé, et il est aussi équipé d'outils genre une scie, une chaîne, un seau, et en plus de ça, Peter il va même créer un espèce de chauffe-plat qui est alimenté en bois, et il utilise vraiment une vieille poubelle qui coupe et il la place à côté d'une cheminée pour évacuer la fumée, et ça lui fait un chauffe-plat qui sera un élément assez important dans la suite de l'histoire. Bref, vous l'aurez compris, son investissement est impressionnant et le résultat est clairement à la hauteur de ses attentes. Maintenant, il y a une question qui se pose naturellement. Au vu du mal qui s'est donné, Peter ne semble pas vouloir survivre dans ce bunker, mais vraiment y vivre. Donc pourquoi se donner autant de mal alors qu'une tante quechua dans son jardin aurait clairement fait l'affaire? Et d'où vient cette passion et ce besoin d'aventure? J'ai le sentiment d'être ruiné financièrement à chaque fois. Ma femme va me prendre tout l'argent que j'ai. Et j'ai trop hâte parce que je peux enfin pouvoir me permettre d'acheter ce genre de choses. Mon mari m'a donné de l'argent et m'a dit vas-y achète. Je me prépare à bouger ces gros morceaux de bois. C'est vraiment très lourd. C'est rempli d'eau et ça les rend encore plus lourds. C'est vraiment de la merde. Voyons, je l'ai rencontré quand j'étais au collège, mais vous savez, j'étais pas trop intéressé. Et je l'ai revu à nouveau, et il était tellement gentil, on est devenus meilleurs amis. Il m'a dit qu'un jour il voudrait se marier, et qu'il voudrait des enfants. Et il m'a demandé ce que moi je voulais, et j'ai dit je veux jamais être marié. Et ma sœur, à l'époque on s'entendait bien, elle l'aimait vraiment bien, et elle m'a dit tu vas regretter si tu fais rien. Alors je me suis dit ok. Allez. Et 3 mois plus tard, il a commencé à me parler de mariage. Et je lui ai dit, mec, je t'ai déjà dit, je veux pas être marié. Arrête de me mettre de la pression. On était seulement officiellement ensemble depuis 3 mois. En fait non, ça a commencé le premier mois. Et je lui ai dit, non, tu dois arrêter. Et finalement, après 3 mois, il m'a demandé en mariage. Et j'ai dit, ok, je vais te marier. Et j'ai pris la bague et je l'ai mise sur mon doigt. J'étais tellement excité. Putain de merde, fais chier. Ça va pas marcher, putain. Voilà, c'est l'histoire de mon mari. Et comme vous le savez, c'est mon mari, c'est l'homme de ma vie. Je sais pas trop ce qui va arriver. Je peux me faire choper direct. Je pourrais être mort dans 2 semaines ou 3 semaines. Je sais pas. On verra si j'ai de la chance. Je pense pas que quelqu'un sache où je suis.
Mais s'il se démerde bien, je sais pas. J'en sais rien du tout en fait. Donc, on verra. Je vais aller le plus loin possible. J'ai mon plan de secours et c'est la mort. Et ça me va. Je suis arrivé à un moment de ma vie où j'essaie juste de survivre, payer les factures, vivre comme un mec normal et va au travail. C'est quelqu'un de bien. Il est resté avec moi quand d'autres seraient juste partis. Vous savez, ça fait partie de vos vœux de mariage. Enfin, bref, j'ai pas envie d'en parler. Ça me terrifie. C'est honnêtement plus confortable de juste penser de vivre ici, voler des banques, des pharmacies, juste prendre ce que je veux, aussi longtemps que possible. Au moins ça va être excitant. Ça va pas être chiant. Et j'ai pas besoin de m'inquiéter de Lynette et de Kéline. Et tout va être sous contrôle. Ça va être juste moi. Comme vous pouvez le voir, il semble que Peter et sa femme ont deux visions très différentes de leur couple et de leur vie en général. Pour elle, Peter, c'est l'amour de sa vie. Peter lui donne de l'argent, c'est un bon mari et elle a appris à l'aimer avec le temps. Et ça a un petit peu l'air aussi qu'elle se contente de lui. Et pour Peter, sa femme, c'est autre chose. Elle lui vole presque tout son argent et son destin pour lui, il est tout tracé. Il doit se sortir de cette situation. Il doit s'occuper de sa famille et ne pas se faire choper une fois son plan mis à exécution. Et on va très vite voir ce qu'il entend par s'occuper de sa famille. Ouais, je voulais faire un vlog parce que on n'a pas encore fini. Il y a une partie que j'appréhende et je m'en approche dangereusement. Je sais pas, dans quelques mois, peut-être 3. Donc, je sais que soit je meurs sur le coup, peut-être quelque chose va m'arriver, ou dans quelques jours, quelques semaines, ou même des années. Mon but c'est de tenir 10 ans. Mais c'est une autre partie très difficile de de s'en foutre, de mourir et en même temps de ne pas s'en foutre du projet. Les aveux de Peter compliquent encore un peu plus l'affaire, lorsqu'il explique vouloir tenir 10 ans après la mise en exécution de son plan. Il a donc réellement un objectif en tête de disparaître des radars et pas seulement de quitter son quotidien et son travail, mais aussi sa femme, sa fille, dont il n'a quasiment pas parlé depuis le début de ses vlogs. À présent les amis, on va entrer dans une partie un petit peu plus hypothétique, mais selon les sentiments assez négatifs évoqués par Peter dans ses vidéos, il semble que le Boog soit en dépression et que celle-ci puisse durer depuis l'adolescence, qui est un âge plutôt normal où l'on change souvent notre vision de nous-mêmes et c'est pas toujours facile à vivre et du coup on n'est pas au mieux de sa forme, mais il est possible que sa dépression ou ses traumas d'enfance ou même d'adolescence n'aient jamais été traités ou résolus, ce qui pourrait expliquer son amour pour la construction de cabanes qu'il possède depuis petit. Et si son trauma il date vraiment de l'époque où il voulait jouer à l'aventurier et que ce traumatisme n'a jamais été traité, il est clairement probable que plus grand il reste coincé à ce moment de sa vie mentalement. Et ça expliquerait aussi son amertume envers le concept de famille et son envie de se séparer de celle qu'il a créée et de fonder sa propre société, qui serait le reflet de son propre monde, de sa propre tête, où il serait le seul à gouverner et aussi juste le seul tout court. Encore une fois, c'est que des théories, je suis pas un pro là-dedans, Il y a une partie de moi qui a du mal à imaginer de ce que je vais faire. Et à chaque fois que j'y pense, je tombe toujours sur la même conclusion. Je commence à accepter le fait que je vais le faire. Et des fois, j'ai l'impression d'être plus que prêt. J'ai essayé de réussir dans ce monde et ça ne marche pas. J'ai 40 ans, j'ai plus beaucoup de temps. Je ne questionne plus rien. Tout fait beaucoup plus de sens maintenant. Le plus j'y pense, le plus je comprends. Je me sens pas mal à propos de ça, c'est juste comme ça. Vous savez, certaines choses arrivent et
ça cause ceci. Et donc j'accepte simplement et j'y vais avec le flow. Bon, voilà, c'est chez moi. J'ai une lanterne allumée pour que vous puissiez voir quelque chose. Pas grand chose. Vous savez, parfois je me demande si ce que je fais c'est la bonne chose et je pense que c'est le cas. Vous savez, quand je fais ça pendant des heures et des heures, c'est comme si c'est comme si je me posais et que je pensais aux choses et que je pense et je me demande comment je suis devenu si bizarre. Comment tant de choses se sont mal passées. Mais je pense pas que c'est de ma faute. Je pense que c'est juste ma vie de famille merdique. J'étais juste trop moche. Tout le monde s'en foutait. J'en conclus et je réalise que je suis pathétique. Qu'il n'y a juste aucun espoir. C'est dur. Rien ne m'intéressait. Je pouvais pas me motiver. Tout ce que je faisais, c'était travailler ici. C'est la seule chose qui me faisait sentir un peu mieux. Mais je suis arrivé à la conclusion que je commence à me sentir un peu mieux maintenant. Je suis pas sûr exactement pourquoi, mais plus ça avance et je sais pas. Plus je suis en paix avec tout ça. Et avec qui je suis. Ma situation et je me démerde pour en sortir. Vous savez, j'ai essayé, mais je reviens toujours dans les mêmes travers. Je pense que c'est parce que j'ai rien et j'ai jamais rien eu. Pas d'argent, je suis super moche, pas de personnalité. Enfin, ça me va, hein. C'est juste que je comprends maintenant très clairement que c'est la seule chose que j'ai en fait. Bon, on est 2 semaines avant la fin. C'est probablement ma dernière vidéo avant... Après ça. Ah putain, c'est de la merde. Nous sommes 2 semaines avant que je parte de la société et que je commence ce projet. Voilà, nous sommes 2 semaines avant que je parte de la société et que je m'y mette à fond dans mon projet. Ça va probablement être ma dernière vidéo et après ça... On peut voir sur les enregistrements de Peter que là il a fait plusieurs prises de la même séquence où il va raconter qu'il est à 2 semaines d'exécuter son plan et c'est assez étrange parce que les autres enregistrements il est complètement en roue libre, il est en pleine impro et il se filme vraiment au fur et à mesure de ce qu'il a envie de dire. Et vraiment le fait d'avoir repris plusieurs fois la même vidéo, ça nous montre quand même qu'il est très attaché à la vision que les autres lui portent. Il veut juste être vu sous son meilleur jour et faire bonne impression devant les futurs viewers de ses vidéos. Autrement dit, vous. Ce phénomène il pourrait être dû à ce qu'on appelle l'audience invisible. Ne me demandez pas ce que c'est, le vrai terme, je l'ai juste traduit directement de l'anglais. Et ce, sans aucun stress. Ce phénomène il est très connu surtout à l'adolescence et c'est en fait l'impression d'avoir constamment une audience invisible autour de soi, comme s'il y avait des milliers de personnes qui vous scrutaient et qui regardaient vos moindres faits et gestes et vous jugeaient en permanence. Ce qui peut du coup provoquer de l'anxiété, un manque de confiance en soi et qui est franchement épuisant à la longue et j'en sais quelque chose parce que avec cette vidéo,
j'ai pu découvrir que j'en souffrais un petit peu. Et à mon avis, il y en a plein d'entre vous qui vont peut-être se reconnaître dans ça. Vous saurez au moins comment ça s'appelle. Voilà, j'ai pas de solution miracle. Je suis insupportable aujourd'hui, je suis en roue libre. La vraie différence dans ce contexte, c'est que Peter, il est pas comme vous et moi, il est pas entre 18 et 25 ans. Si vous avez plus, je sais que vous êtes plus d'ailleurs parce que je le sais. Voilà, vous êtes vraiment genre quasiment 40% à avoir plus. Et même si vous êtes plus dans la tranche haute, Peter il a 40 ans à ce moment-là. Et ce comportement d'adolescent il est beaucoup plus problématique puisqu'il renvoie encore une fois à des traumas directement de l'enfance qui l'ont peut-être bloqué dans une époque qui est révolue. A noter qu'il peut aussi apparaître chez les individus qui ont des tendances narcissiques. Vous ne ferez rien de cette information. Bon les amis, à ce moment de l'histoire, Peter a fini la création de son bunker. Il a de quoi survivre un bon moment et en toute autonomie, et on est en droit du coup de se demander « What's next, my friend ?» Et What's next, c'est la prochaine étape de son plan qui sera révélée 2 semaines plus tard, lorsque ses voisins sont alertés après avoir entendu une forte explosion. Et effectivement, lorsqu'ils sortent de chez eux, la maison des Keller est en flammes. Personne ne sait si la famille est encore coincée à l'intérieur ou s'ils sont déjà sortis. Lorsque les pompiers arrivent sur les lieux, directement ils se déploient autour de la maison, puis ils comprennent que ça va être compliqué. Et même très compliqué de rentrer. Donc ils décident de monter sur le toit et de le défoncer pour pouvoir entrer. Ne me demandez pas pourquoi ils sont rentrés par le toit, je ne connais pas cette technique. S'il y a des pompiers dans les commentaires, n'hésitez pas à éclairer notre lanterne. Une fois les flammes éteintes, c'est au tour de la police d'entrer dans la maison et d'investiguer les lieux. Sauf que Peter Keller est introuvable. Et bien sûr, c'est que le début de l'enquête, donc personne ne sait à ce moment-là l'importance que ça va prendre. Étant donné que Peter il est introuvable, la police elle décide de directement lancer un avis de recherche qui devient rapidement leur priorité. Parce qu'on sait pas le rôle que Peter a joué dans l'incendie, et on sait pas non plus le rôle qu'il va jouer dans l'affaire. Quelques heures plus tard, la police retrouve la voiture de Peter qui est garée sur un parking devant un magasin et il y a plein de détails qui vont pas du tout. Déjà, ils retrouvent les clés de sa voiture dans sa voiture sur le Neyman. Pour ceux qui savent pas, du coup, le Neyman c'est là où vous mettez la clé, où vous l'insérez. Peter n'est bien sûr pas dans la voiture, personne ne sait où il est et personne ne sait pourquoi il a laissé sa voiture comme ça. Ils vont ensuite voir à son travail et ils leur demandent s'ils ont vu Peter aujourd'hui, ce à quoi ils répondent que Peter est parti pour la journée. Donc bizarrement, la seule fois où il quitte le travail, c'est quand sa maison brûle et qu'il a des comportements très louches. Et comme si c'était pas suffisant, la police va faire un check-up sur les comptes bancaires de la famille Keller et découvre que Peter a retiré pas moins de 6200 $ du compte commun. C'est un peu plus de 5600 €. Quand même. À ce moment de l'enquête, il y a 3 options devant eux. Soit Peter il est en danger et il a agi sous le coup de l'instinct de survie parce qu'on lui veut du mal, soit il s'est enfui après avoir fait une grosse connerie, soit c'est les deux à la fois. Même si à ce moment-là la police n'a aucune idée d'où Peter pourrait être, ils vont rapidement trouver des réponses à leurs questions lorsqu'ils fouillent les débris de la maison. Ils vont retrouver sous un tas de cendres un disque dur qui a miraculeusement survécu à l'incendie et du coup qui est toujours en état de fonctionner. Bien sûr, ils vont s'empresser de le regarder et ce qu'ils y découvrent, c'est les vidéos de Peter Keller qu'il a enregistrées dans la forêt et autant vous dire que ça va terrifier pas mal de monde lors de son premier visionnement. Ces vidéos qui font clairement foi d'aveu ainsi que le comportement étrange de Peter confortent la police dans l'idée qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas et que notre ami est peut-être à l'origine de la disparition de sa femme et de sa fille. Vous savez, avant, il y a longtemps, je m'asseyais ici et je pensais que tout ça était complètement fou. Et maintenant, tout fait du sens. Je dois le faire. En se servant des images récupérées sur le PC de Peter, les enquêteurs ils vont tenter de retrouver sa trace, et c'est notamment grâce à cette photo qu'ils vont réussir en un temps record. Un des policiers fait une intelligente réflexion lorsqu'il remarque qu'en fait, il y a un câble électrique qui passe tout le long de la forêt sur l'image. Or, dans cette ville, les câbles électriques descendent près des bois seulement dans certaines zones très spécifiques. Et en s'aidant des dires de certains témoins qui auraient vu la voiture de Keller stationnée dans une des zones où les câbles électriques passent devant la forêt, la police en est sûre, Peter Keller n'est plus très loin. Ils embarquent des journalistes, des policiers qui montent dans un hélicoptère et survolent la forêt,
comme dans une chasse à l'homme. Et leur homme, ils vont le retrouver après seulement 6 jours de recherche lorsqu'une étrange fumée blanche s'émane des broussailles et des feuilles de la forêt. Il s'agit bien entendu du camp Keller où réside Peter. Il est actuellement en train de faire un feu dans son bunker, ce qui explique la fumée. Et une fois la position de Peter trouvée, les policiers ne peuvent pas intervenir directement. C'est beaucoup trop dangereux. Je le sais, voilà, j'y étais, c'est dangereux. Je leur ai dit doucement. Faut comprendre qu'à ce moment-là, pour la police, on sait pas si Peter il est seul ou s'il est avec des complices, on sait pas s'il est armé, ce qui semble être le cas au vu des vidéos qui ont été retrouvées sur le disque dur et qui montrent clairement que le mec est lourdement armé et que la possibilité qu'il ait des armes dans son bunker, elle est quand même assez élevée. Il y a une autre théorie qui est que Peter soit gardé prisonnier par un individu et qu'il soit donc en danger. Et il se peut aussi que Peter garde des otages avec lui, notamment sa femme et sa fille, qui n'ont pas été retrouvés pour le moment. Et du coup, une intervention directe et frontale, c'est vraiment juste trop risqué et la police pourrait l'effrayer et faire tout déraper. Pour toutes ces raisons, il y a une équipe des forces de l'ordre qui décide alors d'intervenir en toute discrétion en encerclant juste le bunker, tout en restant caché dans les bois pour ne pas effrayer le ou les individus à l'intérieur. Les gars, en numéro 3, ça vous dérangerait de casser une fenêtre ou lancer une grenade à gaz dedans? Brian, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose près de la fenêtre. C'est entrouvert à l'arrière, directement vers le mur de terre. Je peux pas le voir. Il y a quelque chose là-bas, peut-être lance une branche ou je sais pas. Mais si on lance un numéro 2 dans ce trou, normalement ça devrait exploser et revenir contre la vache. Ouais, ça se dissipe finalement. Le premier fumigène se dissipe. Vous voulez que je lance une 19 sous la fenêtre? La première fenêtre qu'on a gazée. Oui, tu peux le faire depuis ta position? Comme vous l'avez entendu dans cet enregistrement, les forces de l'ordre n'entrent pas dans le bunker, mais tentent plutôt de gazer les gens à l'intérieur pour les faire venir à eux. Malheureusement, cette tentative elle échouera puisque personne ne sort du bunker. Pour les besoins de l'organisation, si le gaz ne marche pas, on va peut-être devoir commander une attaque avec une lance à incendie. On pourrait mettre énormément d'eau à travers la fenêtre pour le faire sortir. Ok, je pense qu'on pourrait utiliser le cours d'eau à côté et juste pomper de l'eau directement et le faire passer dans la fenêtre. Nous avons de nouvelles photos qui nous montrent que le bunker a plusieurs étages. Cette dernière information à propos des étages du bunker, elle vient en réalité directement de Peter, qui le révèle dans l'un des vlogs. Voilà, c'est la fin de la journée, je prépare tout pour partir. Je sais pas si vous pouvez me voir, mais c'est la dernière fois que vous voyez tout ça. C'est mon feu, de quoi chauffer de la nourriture. Il fait très sombre. Et on va à l'étage. C'est là où je stocke la plupart de mes vivres. C'est plus ou moins bien rangé. C'est ma fenêtre. Voici mon poêle à bois. Voyant que leurs tentatives d'attirer l'attention sont infructueuses, la police elle décide de lancer une grenade non loin du bunker dans l'espoir de faire réagir. Et malheureusement, encore une fois, il n'y a rien qui bouge. La police va alors finir par survoler la zone en hélicoptère afin d'y envoyer quelqu'un. À ce moment de l'histoire, il n'y a personne qui sait qui se trouve réellement dans ce bunker et la police pense à un enlèvement ainsi qu'à un incendie criminel. Et lorsqu'ils vont entrer dans Camp Keller, ils vont faire une macabre découverte. On remonte un petit peu en arrière lorsque la police arrive sur les lieux de l'incendie, ils remarquent immédiatement que quelque chose ne va pas. Les restes d'un bidon d'essence sont retrouvés fondus au-dessus d'une cuisinière qui semble avoir été allumée dans le but d'enflammer l'essence. D'autres bidons d'essence sont retrouvés ainsi que des munitions et un système d'explosifs
fait maison qui avait pour but de détruire la maison et les preuves qu'il y cachait. Mais vous allez voir que ce n'est pas du tout le pire puisqu'à l'étage se trouvent 2 corps, sans vie et encore intacts. Plus tard, ces corps seront identifiés comme étant ceux de Lynette et de Kaylin Keller, la fille et la femme de Peter Keller, tous les deux assassinés d'une balle dans la tête. En réalité, les vlogs que Peter s'amusait à tourner n'avaient pas grand chose à voir avec le camp Keller. Il s'agissait en réalité de vlogger son plan qui consistait tout simplement à se débarrasser de sa femme et de sa fille, avant de les faire disparaître dans une explosion et de s'enfuir dans son bunker. Celui qui semblait aux yeux de tous être un père et un mari comme les autres s'avère en fait être un dangereux psychopathe. Et ce psychopathe, personne ne l'a vu venir. Il semble que Peter soit vraiment dérangé, puisque même son chien, qui l'accompagnait tous les jours en forêt lors de ses vlogs, a été retrouvé mort dans le bunker avec une balle dans la tête. D'ailleurs, pour revenir à ce bunker, qu'est-ce que la police a bien pu y trouver en entrant? Lorsque l'équipe du SWAT encercle le bunker, ils demandent à Peter de sortir les mains en l'air, mais à la place d'une réponse, ils entendent un coup de feu retentir dans toute la forêt. En entrant finalement dans le bunker, ils retrouvent Peter assis sur une chaise, le visage explosé par une balle de fusil. Il s'était enlevé la vie. Au final, ce qui reste de cet homme, ce sont des vidéos terrifiantes, des vidéos qui nous montrent pas à pas la construction du bunker et de son plan machiavélique pour assassiner sa famille, mais aussi pour assouvir un fantasme d'ado, vivre dans une cabane dans les bois, comme il a toujours rêvé. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est déjà fini, je sais, c'était rapide, vous en voulez encore, il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, on va cliquer. Pour ceux qui sont curieux et qui se demandent, le camp Keller, il n'existe plus, tout simplement parce que les forces de l'ordre, ils ont décidé de le raser, et c'est sans doute pour oublier aussi les événements assez tragiques qui s'y sont passés. Il ne sera donc pas possible d'aller le visiter si c'était la question. C'était pas la question? Ok, je réponds quand même. Les amis, on n'oublie pas le sponsor de cette vidéo, Dice Dreams, qui vous offre des AirPods. En cliquant sur le lien dans la description, allez jusqu'au niveau 5, envoyez-moi un screen et kiffez un maximum ce jeu et retrouvez Marie pour moi s'il vous plaît. Les amis, cette vidéo est à présent terminée, alors on se revoit dans une prochaine ou une ancienne vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'était Juliano, ciao.